Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce matin. Je vais revenir un peu sur ce qu'on a entendu hier dans le Salon Rouge à propos là, de la perspective du gouvernement face à la décote. On a entendu hier un gouvernement qui disait que finalement, c'était peut-être pas si grave que ça. Un gouvernement qui voulait se comparer, donc, parce qu'il y en a d'autres qui se font décoter, donc on devrait se consoler. Écoutez, on leur a laissé un avantage compétitif indéniable. Ce gouvernement-là a dilapidé l'avantage compétitif qu'on avait. C'est inconcevable d'être irresponsable à ce point. Aujourd'hui, on va déposer une motion, la motion du mercredi, justement où est-ce qu'on va vouloir discuter pendant 2 heures de temps avec le gouvernement de tous les faits et gestes qui nous ont amenés à cette décote-là, puis d'essayer de comprendre exactement pourquoi ce gouvernement-là est aussi irresponsable avec nos finances publiques. Ce gouvernement-là a niaisé pendant 2 ans de temps avant de déposer un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui n'était pas crédible, un budget qui était caduc le jour même. Et ça a pris la décote de S&P pour que le ministre des Finances se réveille puis retourne faire ses devoirs. Fait que vous savez, moi, je trouve ça un petit peu désolant. Honnêtement, là, je trouve ça inacceptable et improfessionnel. J'exige que François Legault aille visiter les agences de crédit à New York avec son ministre des Finances, qu'il soit transparent par la suite en faisant un point de presse, en expliquant ce qui est les résultats de cette rencontre-là, qui nous parle du plan de retour à l'équilibre accéléré qui aura donc présenté aux agences. Moi, je veux qu'il fasse un point de presse suivant ces rencontres-là, puis qu'il le fasse et qu'il n'attende pas au mois de novembre. En 2014, je vous fais remarquer que Carlos Etao et le premier ministre Couillard ont été voir les agences de crédit et ils ont été transparents le jour même. Donc, je m'attends à la même chose. On ne peut plus croire ce gouvernement-là. On a besoin de transparence et c'est ça qu'on devrait faire. Merci beaucoup. Merci. Merci, Fred. Pendant ce temps-là, au Québec, il y a 5 millions, près de 5 millions de Québécois qui sont inquiets. Ce matin, on a appris que les médecins de famille craignent que Québec veuille désinscrire des millions de patients. Mon collègue André Fortin ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui, mais c'est important pour nous de vous transmettre donc ce message-là que c'est absolument inacceptable. Vous l'avez entendu en octobre dernier, lorsque ce message-là avait été lancé dans l'univers. Nous, comme Parti libéral du Québec, on s'était choqués de cette situation-là. Mais là, ce qu'on a appris ce matin, c'est que c'était peut-être pas un ballon d'essai du ministre de la Santé. Aujourd'hui, on est en train donc de nous dire que les patients du Québec, il y a près de 5 millions de Québécois qui sont essentiellement comme des pastilles de SAQ. C'est absolument pas de bon sens. Puis moi, je veux vous rappeler que le travail d'un médecin de famille, c'est de faire de la prévention. On a cet article-là ce matin, puis on a un autre qui nous parle des listes d'attente qui s'allongent dans nos hôpitaux. Alors, ce qu'on comprend, là, c'est que les patients qui sont suivis par leur médecin de famille, ça va nous permettre, donc, ce que ça nous permet au quotidien, c'est de détecter des situations qui ne se retrouvent pas aux urgences par la suite. C'est pas parce que ça va bien aujourd'hui pour un patient que ça risque pas d'aller mal par la suite. Donc, on a besoin que ces patients-là demeurent inscrits. Puis, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que plus de Québécois soient pris en charge. Si le gouvernement nous dit ça ce matin, là, c'est qu'il accepte que les patients aujourd'hui aient moins de services, puis il n'y a aucun gagnant là-dedans. Là. Il y a les médecins de famille, vous l'avez bien lu ce matin, ils nous disent, nous, c'est pas nous qui allons faire ça, c'est pas nous qui allons faire une classification des patients là, selon leur ordre là, de vulnérabilité. Là. On n'est pas prêt à faire ça, c'est pas notre travail. Mais surtout, quand je dis il n'y a pas de gagnant là-dedans, là, il y a surtout un gouvernement, là, le gouvernement de la CAQ, qui abdique de ses responsabilités, puis pour nous, c'est inacceptable. Dans ce cas-là, il n'y a pas suffisamment de médecins de famille pour prendre en charge tous les patients du Québec. Bien, regardez, nous, ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui, c'est exactement ce que la FMOQ est en train de dénoncer, c'est que c'est absolument pas ce système-là de dire, OK, bien, regardez comment est-ce qu'on va classer les patients. Ça ne va pas nous amener à avoir plus de patients pris en charge. T'sais, votre question, c'est de savoir bien, comment est-ce qu'on s'assure que plus de médecins, que plus de patients soient suivis. Bien, c'est certainement pas de cette manière-là que ça va arriver. Ce qu'on dit, puis on le répète depuis toujours, c'est beaucoup plus donc une meilleure structure, des meilleurs investissements en santé. Puis ce qu'on a vu, c'est que Santé Québec, qui a été déposé à travers le projet de loi 15 en décembre l'année passée, qui a été déposé sous bâillon puis adopté sous bâillon, bien, ça ne permet pas au système de santé d'être plus efficace, puis ça ne permet certainement pas à plus de patients d'être suivis par un médecin de famille. Vous ne pensez pas qu'il y a une façon peut-être de trouver une solution pour que les patients vulnérables soient pris en charge de façon prioritaire? Oui, certainement. Puis je laisserai mon collègue André Fortin développer là-dessus, là, bien sûr. Mais ce qu'on comprend, c'est que cette méthode-là, c'est de l'improvisation. Puis c'est certainement pas comme ça qu'on va parvenir à avoir plus de patients pris en charge. En tant que maman. Oui. Parce qu'on sort les cellulaires de l'école. Oui.
Oui, bien moi, je suis sur la commission spéciale, donc sur les écrans. Normalement, habituellement, le mercredi matin, comme ça, on est en séance de travail. Puis, au cours de l'automne dernier, puis au cours du printemps, ce qu'on a entendu, là, tous les groupes qui sont venus, là, sans exception ou presque, là, sont venus nous dire il faut sortir des cellulaires de l'école. Moi, je suis allée dans mes écoles. Je suis allée la semaine passée dans 2 de mes écoles secondaires pendant notre semaine de circonscription. Puis les profs, c'est aussi ce qu'ils nous disaient. On est rendu là. Évidemment, c'est sûr que les ados, les élèves, c'est pas toujours très agréable d'entendre ça, mais pour en avoir visité, ce que la commission elle a fait des tournées dans des écoles, puis moi, j'en ai visité cet automne, puis particulièrement, moi, je me rappelle d'une école où des jeunes nous disaient, bien, c'est sûr que nous, on a chialé il y a 2-3 ans, parce que cette école-là l'avait déjà mis en place, mais aujourd'hui, on est contents. Nous, comme jeunes de 5e secondaire, on est contents d'avoir ces moments-là d'échange avec nos amis, de ne pas avoir des écrans, parce qu'ils ont grandi là-dedans. Donc oui, moi, en tant que maman, je trouve ça important. Est-ce que ça donne une charge supplémentaire sur les professeurs, c'est-à-dire qu'on va devoir jouer à la police en disant vous n'avez pas le droit d'avoir votre cellulaire sur les terrains de l'école. Est-ce que c'est le bon moment pour interdire les cellulaires? Bien, écoutez, je pense en premier lieu, je pense qu'il n'y en a jamais de bon ou de mauvais moment pour une politique comme celle-là. Le meilleur moment, c'est toujours le plus tôt possible. Hein, quand on parle de protection, comme je vous l'ai dit, tous les groupes qui sont venus, qu'on nous parle donc des médecins de famille, des amis de patriciens, de tous ceux qui œuvrent en santé publique, puis évidemment ceux aussi qui œuvrent auprès des jeunes, dans nos écoles, bien, ils sont venus nous dire c'est déjà de la gestion en ce moment, les selles. À l'extérieur des classes, bon, on est déjà en train de jouer un petit peu à la police avec ça. Donc, c'est pas une charge supplémentaire. Évidemment, nous, ce qu'on a dit dans la recommandation qui a été déposée puis révélée publiquement hier, bien, d'abord, c'est la question de l'usage, mais aussi que les modalités d'application vont être déterminées par les conseils d'établissement, par les équipes écoles. Donc, évidemment, chaque école aura la flexibilité de gérer ça de la manière qui lui convient et qui est la plus pratique selon son milieu. Une petite école, ça ne se gère pas comme une très grosse école. La Fédération des comités de parents, hier, disait qu'ils étaient... Bien oui, ils accueillaient ça avec j'allais dire, optimisme. Oui. Là, que tout ce qui est bon pour nos enfants, c'est ceux qui vont l'accueillir. Mais ils craignaient que ça pousse les enfants, par exemple, les jeunes qui veulent absolument utiliser leur téléphone, à sortir du terrain de l'école pour aller utiliser le téléphone puis que ça puisse amener d'autres problèmes. Il y avait un bémol à ce niveau-là. Oui. Bien, c'est sûr, chaque école a sa réalité. Puis encore une fois, c'est dans notre tournée, nous, on a visité des écoles en milieu urbain puis en milieu rural. Puis en milieu rural, on nous parlait donc d'accès à la nature, c'est donc d'autres environnements dans lesquels ils disaient, OK, nous, c'est ce à quoi quand notre utilisation des écrans, là, on la substituerait par ça. Donc, c'est sûr que cette réalité-là, elle n'est pas vécue pareil par tout le monde. Fait que chacune des écoles va le gérer. Je comprends que ce qui a été évoqué par la Fédération des comités de parents hier, c'était une situation qu'on retrouverait plus en milieu urbain. Là, je me rappelle moi-même, quand on était à l'école, quand j'étais à l'école à Montréal, à l'école secondaire, bien, quand on a enlevé la malbouffe dans les écoles, bien, on était plusieurs à Son Petit Québec qui n'étaient pas trop loin pareil. Donc, c'est sûr que on s'entend, on est avec des adolescents, mais ici, ce qu'on envoie, c'est un message qui est clair, c'est un signal qui est clair aux équipes écoles. Puis, au final, là, moi, je suis pas sûre qu'à moins 20 dehors l'hiver, là, que les élèves ils vont se retrouver de l'autre bord de la rue. Là. Je pense qu'ils vont rester à l'école. Puis, c'est aussi une question de s'assurer que les écoles offrent du soutien supplémentaire. Il y en a des activités parascolaires qui se font déjà. Fait que les élèves, à un moment donné, il va y avoir une adaptation. Mais ce que je vois aussi, puis encore une fois, avoir visité des écoles la semaine passée, j'étais avec une classe de 2e secondaire, fait qu'eux, ils n'ont jamais eu les selles dans la classe. Puis c'est la génération pour laquelle c'est déjà normal de vivre cette situation-là. Donc, je pense que dans quelques années, ceux qui vont entrer en première secondaire, ça va être normal. Le ministre Drainville, là-dessus, sauf le chaud et le froid, parce que hier, il avait le rapport, puis vous semblez le dire, dessus à la commission, là, tout le monde est d'accord, tout le monde doit aller de l'avant. Puis hier, il disait, je vais lire le rapport, j'ai un préjugé favorable. Bien, je pense que si... écoutez, je pense que vous le posez... Vous lui poserez la question, mais ce que je comprends... Vous êtes d'accord, là? Bien, c'est ça. Mon impression, c'est que, probablement qu'il regarde un peu comment est-ce qu'il va implanter ça dans le réseau. Évidemment, donc, nous, on fait cette recommandation, libre au gouvernement de l'adopter dans son intégralité ou non par la suite. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un préjugé favorable. Puis, comme j'ai dit, l'ensemble de la commission est très favorable, y compris les députés du gouvernement. Vous avez dans la commission parlementaire sur la laïcité, il n'y aura pas d'accommodement pour le ramadan, par exemple, pour les fêtes religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que pour le PL 94, donc on va analyser chacune
des dispositions à sa face même, puis on a l'occasion de poser plus de questions là, sur celle-ci. Là. Ça, c'était notamment donc, sur tout ce qui relève donc, de l'accommodement lié aux examens là, et pas autre chose. C'est certain qu'il nous faut un cadre rigoureux. Maintenant, sur ce point précis, on aura l'occasion de l'aborder en commission un peu plus tard puis de poser les questions qui s'imposent au ministre. Deux poids, deux mesures en disant, par exemple, pour certaines religions, il n'y aura pas de passe-droit puis il n'y aura pas d'accommodement. Alors qu'au Québec, ben là, on sort du congé pascal. Là, puis, ben, jusqu'à preuve du contraire, lundi, tous les élèves étaient en congé pascal. Puis, à Noël, c'est un peu la même chose aussi. C'est comme s'il y avait... Est-ce que la religion catholique est plus culturelle, finalement, que religieuse, jusqu'à un certain point? Il semble y avoir deux poids, deux mesures. Bien, ce sont des questions intéressantes, mais si je reviens sur le point précis des examens, là, d'une part, c'est sûr qu'il nous faut un certain cadre à l'intérieur de nos écoles, il nous faut une certaine uniformité, mais surtout, moi, je pense que chaque école, chaque équipe école, chaque centre de service scolaire est capable de se gérer en fonction de sa réalité. Ce qu'on comprend, c'est que ça, c'est une réalité qui existe, qui est probablement plus présente dans certains centres de service scolaire que d'autres. Puis les gens savent se gérer. Fait qu'il y a une question aussi là, de cette autonomie-là. Puis hier, en commission, ce qu'on a aussi beaucoup entendu, là, c'est des groupes, surtout hier après-midi, qui sont tous venus dénoncer les pouvoirs concentrés dans les mains du ministre. Donc, il y a l'article 12 là, du projet de loi là, qui concentre beaucoup de pouvoirs dans les mains du ministre. Les gens se disent, dans le projet de loi 40, là, nous, on était défavorables à ça. Nous, on est en faveur de notre autonomie. Puis cette autonomie-là, bien, nous, on va toujours la défendre au Parti libéral du Québec. Vous parlez beaucoup des groupes qui s'opposent, mais il y a aussi de plus en plus de groupes qui sont favorables et même qui demandent à ce que le projet de loi aille plus loin. Est-ce que votre réflexion a évolué à ce sujet-là? Bien, écoutez... Oui. Bien, écoutez, c'est sûr que, bon, genre, j'ai bien vu, puis vous avez suivi les commissions, donc il y a certains groupes qui ont effectivement donc, demandé ce qu'on retrouve dans les médias ce matin, donc l'extension donc, de l'interdiction du port des signes religieux au cégep et aux garderies. Évidemment, donc, ça ne relève pas du ministre de l'Éducation, donc ça ne relève pas de moi comme porte-parole en matière d'éducation. C'est certain que, bon, d'une part, nous, au Parti libéral du Québec, donc, je pense qu'on va toujours être en cohérence. On l'a dit lors du débat sur la loi 21, lors de la précédente législature. On le redit lors du dépôt du projet de loi 94. C'est certain que ce cadre-là, pour nous, donc, on ne fait pas cette association-là entre prosélytisme et cette association directe entre prosélytisme et port de signes religieux. Maintenant, sur les dispositions qui se trouvent au projet de loi, on aura l'occasion de débattre en commission parlementaire. Mais surtout, puis je vais revenir à ce que là, vous dites, il y a cet article aussi, là, parce que c'est une chose que les groupes sont venus nous dire en commission. Mais moi, de lire ce matin que le ministre Roberge se dit, bien, moi, je suis interpellée par ça, je suis intéressée par ça. Ce matin, on est venu parler de santé puis de la décote du Québec. On a passé la session à parler de SACLIC. On a vu la débâcle de Nordvolt. On voit qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Hein. Puis la grande priorité du gouvernement, le gouvernement ne répond pas à ces questions-là. Là, on l'a dit, le premier ministre n'était pas en chambre pour répondre à nos questions sur le plan des finances du Québec il y a une semaine et demie pour faire une annonce de 5 millions de dollars sur les mini-carottes. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement se dit, bien, notre priorité des priorités, là, c'est de parler de laïcité dans les CPE puis les cégeps. Nous, on pense que ce que nous, on vous avance aujourd'hui en point de presse, c'est ça les priorités. Donc, ils font diversion, vous dites, quoi? Oui. Bien, écoutez, c'est clair. Dans la vie de tous les gens, là, aujourd'hui, ce qui va faire qu'on va probablement avoir à payer plus cher pour nos impôts, payer plus cher pour l'intérêt, c'est la décote du Québec. C'est la priorité numéro 1 économique du Québec actuellement. Le gouvernement, écoutez, c'est pas si grave que ça. Passer, il n'y a rien à voir. Les autres provinces vont se faire décoter. On est tous en train de tomber dans la même swamp, tout le monde. C'est pas la fin du monde, blablabla. Mais la réalité, c'est que c'est super important. Pas de plan de crédible pour retourner à l'équilibre budgétaire. On demande exactement... Mais vous voyez pas ça comme... Pardon? Ce serait quoi que M. Legault aille à New York comme vous le demandez? Ça apporte un poids différent que le premier ministre se présente? Bien, il faut qu'on ait une crédibilité. Je pense que c'est important que le premier ministre soit présent lors de ces rencontres-là. Pardon? Le ministre des Finances n'a pas de crédibilité parce que là, il va rencontrer les investisseurs du Québec dans les prochaines semaines. Ouais. Paris, Londres, New York. Ouais. Ça en va rencontrer les agences au mois de mai, c'est pas suffisant. Bien, je pense que tout le monde est d'accord. Éric Gérard, actuellement, là, exécute les commandes du patron. C'est le patron qu'il faut qu'il soit convaincu. Là. Fait que le patron doit se promener et entendre c'est quoi le son de cloche. Puis le son de cloche, c'est que ça va pas bien.
Puis les investisseurs, aujourd'hui, veulent comprendre qu'est-ce que ce gouvernement-là va faire pour un retour à l'équilibre budgétaire crédible. M. Legault et M. Girard ont dit que jusqu'à maintenant, la décote n'avait aucun impact sur les taux d'intérêt parce qu'on a émis des obligations hier, puis que finalement, il n'y a pas eu d'impact sur le taux d'intérêt. Ouais. Alors, vous ne croyez pas ça, qu'il n'y a pas d'impact direct? Les marchés, c'est un mécanisme pour escompter ce qui s'en vient. Donc, les marchés ont escompté l'an passé le fait qu'il y avait une décote qui s'en venait. DBRS l'avait dit, tout le monde avait pris ça en note. Les professionnels qui transigent les obligations le voyaient de façon régulière. C'est pas pour rien qu'on est passé de moins 2 points de base par rapport à l'Ontario pour se financer de 10 ans à plus 3 points de base pour se financer dans 10 ans. C'est énorme. C'est un changement de paradis. C'est un mouvement de plaque tectonique dans le marché obligataire, des mouvements comme ça. Fait que je pense que ça, là, le marché a donc bougé. Et là, hier, maintenant, c'est annoncé, ils s'attendent à ce qu'il y en ait probablement d'autres. Le marché va s'adapter en fonction aussi de l'offre d'obligations. Il y a un paquet de phénomènes qui font en sorte que le marché va accepter ou pas. Mais ça faisait des semaines que le gouvernement du Québec n'avait pas émis d'obligations. Le marché est plus régulièrement nourri, si je peux dire, d'obligations. Fait que quand on s'œuvre le marché pendant 3 semaines, évidemment, le marché va répondre avec un peu plus d'appétit. C'est ça qui est arrivé hier. Est-ce que doit aller vendre son plan ou doit aller entendre les investisseurs et c'est une combinaison. Ouais. C'est une combinaison des deux. Il doit être crédible dans son plan de retour à l'équilibre budgétaire. Il doit justifier ses décisions. Puis ça, il doit le faire de façon très franche et directe. En fait, en bout de piste, là, ce qu'on veut avoir, nous autres ici, c'est de la transparence. Parce que là, actuellement, on perd confiance dans les paroles du premier ministre, on perd confiance dans les paroles du ministre des Finances. C'est un enjeu de crédibilité. Pour régler cet enjeu-là, il faut arriver avec un plan qui, lui, est crédible. Puis on doit être transparent. Pas dire, comme ce que j'ai entendu hier, on va peut-être revenir à la mise à jour économique avec un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Coudon, c'est maintenant qu'on doit faire ça. C'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que je comprends pas le retard. Juste un mot sur les manifestations ce matin par l'Assemblée nationale. Est-ce que les syndicats ont raison de s'inquiéter par rapport au bilan 89? Écoutez, nous, vous nous avez entendu en commission parlementaire, vous avez suivi, puis aussi, donc, on a eu l'occasion de faire l'adoption du principe du projet de loi 89. Donc, le Parti libéral du Québec, nous sommes en faveur du principe du projet de loi 89. Maintenant, nous aurons l'occasion donc de déposer des amendements, des aménagements pour nous assurer que le contenu même, que les dispositions même du projet de loi respectent les décisions des tribunaux. Comme vous le savez, la Cour suprême, donc en 2005, donc, a constitutionné le droit de grève, là, donc a essentiellement dit que le droit de grève était une composante donc de la liberté d'association prévue à l'article 2D de la Charte. Maintenant, ce qu'il faut nous assurer, une fois que ce droit-là est constitutionnalisé, bien, quand on veut l'encadrer, bien, il faut le faire donc d'une manière donc, qui est saine et la moins limitative possible, la moins encombrante possible. Et c'est ce que nous assurons que soit fait. Mais pour nous, le projet de loi 89, dans son essence, donc, donne un levier à tout gouvernement donc, de pouvoir protéger la population dans des circonstances très exceptionnelles. Puis il faut que ça demeure très exceptionnel parce qu'évidemment, la liberté d'association, c'est la règle générale. Un petit mot, par curiosité, en terminant sur les funérailles du pape François. Là, Martine Biron nous a dit qu'elle allait assister aux funérailles du pape François pour un gouvernement d'État qui se dit laïque. Est-ce que de dépenser des fonds publics comme ça pour assister à ces funérailles. Martine Biron disait notamment hier que c'est parce que c'est une religion qui est adoptée par une majorité de Québécois, que ça fait partie de notre histoire au Québec. Avez-vous un malaise? Bien, c'est sûr que je pense que le gouvernement doit être cohérent dans ce qu'il nous avance. Ici, évidemment, on s'entend. Donc, le pape François, donc, c'est une figure importante, figure culturelle dans le monde occidental. C'est une chose, donc, de se déplacer et d'aller à ses funérailles, mais je pense que dans l'ensemble de son discours sur la laïcité, le gouvernement devrait faire preuve de beaucoup plus de cohérence, puis ça, c'est une incohérence. On cell phones in schools, the idea of banning them, what are your thoughts of the Commission's recommendation? Yeah, so I'm part of the commissions, and for us, it was very clear from all the committees that came into committee hearings in the fall and in the spring that almost everybody thinks that it's a good idea. I've also visited some schools, and the schools themselves, the teachers, the directions, the principals, they all think that
this is the time to be able to do something like this. They are, in general, ready for this type of accommodations. We also know that private schools in general, like it's 99% of them, like have already implemented something like this. So a lot of schools are already used to such policy. So we think that this is, from what we've heard from experts, from actual experts, we think that this is a good policy. This is why we recommended it to the government so that Minister Drainville can actually emit a decree, un décret. Now, like it's, they also want to know that we want to make sure that in terms of accommodations, that for children with specific needs, with specialized needs, like are being able to be accommodated of this policy, and all the schools will have the flexibility to implement such a policy depending on their own realities. And it's really about the usage, right? So the parents will be able to contact their kids after school. Like we want to make sure that the way that we drafted this, that it didn't prevent this communication after schools, but during the school hours, so during the lunch break, the cafeteria, in those moments outside of the classes, we thought that this was very important to implement. And on the religious symbols now, we're hearing talk of expanding bans to CEGEPs, maybe even banning public prayer. What do you think would be too far? Well, what we think is that the government should actually really focus on real priorities. Like this morning, like we came together, like my colleague and I, to talk to you about healthcare. Like 5 million of Quebecers are really worried about like maybe not having a family doctor anymore. Where we're talking about how like there's the S&P's downgrade. The S&P's downgrade. Thank you. And these are true priorities because they affect the health of the Quebecers and the pockets of the Quebecers as well. So to have a government like this morning, after everything that we've talked about this semester, out of the blue, waking up and telling us, you know what, we think that this would be a great idea to extend this policy to ban religious symbols to both daycares and CEGEP. We do not think that this is what Quebecers care about this morning. Like they're looking at this downgrade and thinking, well, like how this will affect my pockets, how this will affect my reality as a citizen, and this is not something that affects them. What do you make of the report in Radio-Canada about the family doctors and the priority or prioritizing certain vulnerable patients? What do the Liberals think about that? Well, for us, this is absolutely unacceptable. We already said it in October. So my colleague André Fortin, at the time when it was like what we call a ballon d'essai, it was just dropped in the ocean, we said, no, this is absolutely unacceptable. And today what we hear is that this might actually not have been just a rumor, that the government might be really thinking about this. And we want to tell the government that they cannot abdicate from their own responsibilities. They have the responsibility to make sure that more Quebecers are covered and more Quebecers have a family doctor, and creating this classification as if patients were a wine from the SAQ. This is not something that we accept as a political party. This is not something that the family doctors accept themselves. So in Radio-Canada, we definitely hear that the doctors do not agree with such a push from the government, and there are 5 million of Quebecers who are definitely worried about that and do not agree with this policy. Can you repeat that? What did you say about if you are yellow, orange, or green? So Quebecers are not wines from the SAQ. What do you mean? So I mean, so like the pastille, like so we know that there's this system of classification that we all know, like from the SAQ, and we say like, okay, like this is your color. So depending on your color, if you're red, yellow, green, this means that you're not a priority, you're medium priority, or okay, like this one, like we're really gonna take you in charge. This is not how we're gonna have a better coverage of patients with a family doctor. So this system of classification it's a false good idea. Well, if you don't have enough family doctors or they're not taking enough patients and you have vulnerable people that do not have a family doctor, what do you do? Mm-hmm. Well, I want to say, so family doctor, we know like what's the role of a family doctor is making sure to do like preventive healthcare, right, services. And what we saw, and I really like the examples that we saw in the article this morning when doctors were saying, well, I see this patient and today they might look like they're not vulnerable, but because we've had all of these follow-ups, I can see that something is wrong, which is not something that we would be able to see in general. And what happens when someone is not followed by a family
family doctor in general and doesn't have access to this type of preventive care, well, they end up in the emergency rooms. And there's another article that tells us that emergency rooms are completely overcrowded. So what do we do? So we want to make sure that we have more people who are definitely followed, and having this system where, okay, we're just going to remove your family doctor, the person that you follow, the person that you have a relationship of trust with. This is not something that would help the healthcare system in general. It'll actually make it worse, because if you have all these people who are followed and out of the blue just don't have this type of a follow-up with their doctors, certainly we will end up with more people in the emergency rooms, with more people who are not like followed on a regular basis, and this is not what the government should be about. Like when the government tells us that, okay, we're fine with making sure that you let go your family doctor, the government, that CAQ is telling to the population that they are okay with them having less services. Merci.